Alors, chers élèves de première, bon, je suis vraiment désolée pour la classe virtuelle qui n'a pas du tout fonctionné. Quelle perte de temps et d'énergie inutile, enfin, complètement vaine, et pour vous et pour moi. Donc voilà, je vais vous préparer, voici, ça c'est le poly du cours qu'on devait faire. Donc avec une petite vidéo pour revenir sur deux, trois petites choses que je voulais justement vous expliquer en classe virtuelle. Donc en fait c'est le thème 2 sur les acteurs et les espaces de la production. Alors avec une introduction qui porte sur la définition notamment d'un espace productif, qui est donc un lieu géographique aménagé et mis en valeur par l'homme pour la production de richesses. On en distingue trois types: les espaces productifs agricoles, les espaces dédiés à l'industrie et ceux dédiés aux services. Celui est organisé par des acteurs qui ont conscience d'appartenir à ce même espace. Ils vont donc se l'approprier et l'aménager. Donc, aménager, mis en valeur, production de richesse, les trois types, agricole, industriel et les services. Et donc, à l'échelle mondiale, ces espaces s'organisent de façon à la fois complémentaire et concurrentielle, ce qui engendre des flux et des dynamiques variées. Ensuite, je vous propose trois problématiques. Une très simple qui est: quelles sont les caractéristiques et les dynamiques des espaces et des acteurs de la production dans le monde. Une un petit peu plus compliquée, enfin une double en fait ici. Donc vous les notez les trois, enfin vous les apprenez les trois, mais en fonction du sujet, vous pourrez réutiliser celle-ci ou celle-là. Alors je sais que j'avais demandé la préparation des études de cas. Bon, franchement, ça sert à rien de corriger des études de cas comme ça, en distanciel. Enfin, donc en fait, je propose de faire directement le cours. Donc grand 1, une nouvelle géographie de la production, avec petit 1, la recomposition des espaces productifs. Donc là, je vais passer justement aux études des documents que je voulais qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord un graphique en courbe très très simple, mais qui nous présente en fait la croissance du PIB mondial. Donc je rappelle que le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire en fait la richesse produite, entre 1980 et 2017, en 1000 milliards de dollars évidemment, puisque c'est le PIB mondial. Et qu'est-ce qu'on observe? En fait, on observe une très forte croissance de la richesse dans le monde. Le monde s'est très fortement enrichi depuis les années 80. On est bien après la période des 30 Glorieuses. Donc avec vraiment une augmentation très forte. Alors, si on regarde ce document-là, qui est dans votre manuel d'ailleurs aussi, il est intéressant parce qu'il nous permet d'affiner ce que montre le premier graphique. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre la part en fait des pays riches et développés et des pays dits en développement à l'échelle mondiale et leur part donc dans le PIB. Et donc on voit qu'en 94, vraiment, c'est bien les pays riches qui sont les plus créateurs de richesse. En 2019, eh ben non. On a le reste du monde finalement a produit plus de richesse que les pays des Nord, donc je vous rappelle, l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, le Japon et la Corée, et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et donc on voit qu'il y a un rééquilibrage qui s'est fait. Et donc il y a certains pays, parce qu'en fait c'est pas tous, il y a certains pays donc du bloc dit des pays du Sud. Aujourd'hui on n'utilise plus trop cela, mais donc qui sont connu une forte croissance économique. Ce sont les fameux pays émergents, donc avec la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, essentiellement, et puis la Russie en général qu'on rattache, même si c'est pas un vrai pays du Sud. C'était bien un pays du bloc,
enfin, un pays développé. Alors, deuxième carte, c'est la carte de la page 353. Et en fait, elle permet aussi de compléter ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'elle permet de voir? Elle permet de voir la production manufacturière, hein, c'est-à-dire donc la production industrielle quand on fabrique des choses. Avec les gros cercles, donc ça c'est les milliards de dollars de la production. Alors c'est une carte avec des chiffres de 2015. Hein. Et puis également l'évolution de la production selon les pays. Alors, première chose qui est intéressante de voir, c'est que bon, vous voyez bien qu'il y a des tailles de cercles qui sont très grosses, des tailles de cercles qui sont très gros, qui sont notamment en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie. Donc clairement, on voit hein, là où on produit beaucoup au niveau industriel, mais si on croise avec l'évolution de la production, on s'aperçoit que finalement, il y a une très forte hausse de la production en Chine, en Inde. Ça ne nous étonne pas, hein, c'est des pays émergents, en particulier la Chine. Au Brésil, par exemple aussi, la Turquie. Et par contre, vous voyez que les pays d'Europe occidentale ou même du Nord, les États-Unis ou le Canada sont plutôt dans les parties où il y a une faible augmentation de la production. Donc c'est bien des pays industriels, mais qui aujourd'hui ne sont pas ceux qui connaissent la plus forte croissance. Donc on va parler d'une véritable polarisation de la production industrielle, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Asie du Sud et de l'Est. Au total, si je prends ces ensembles-là, c'est 71% de la production sur 10 États et 83% sur 20 États. Donc vraiment, hein, il y a des pays qui sont profondément industriels et puis le reste du monde, ben, finalement, peu. Alors, pourquoi on a vu apparaître la Chine ou l'Inde comme des nouveaux pays industriels? Ben, c'est lié en fait. Donc aujourd'hui, hein, les nouveaux pays industriels d'Asie, c'est 80% de la croissance, de la production industrielle mondiale. Donc l'essentiel de la croissance se fait ici. Et c'est lié aux délocalisations productives, c'est-à-dire le fait qu'on a délocalisé les usines des pays riches, Amérique du Nord, Europe, et on allait les installer, parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher, hein, tout simplement, en Asie. Donc c'est valable du textile, c'est valable de l'automobile, c'est valable de l'électronique, et puis on y reviendra quand on fera la correction de l'étude de cas que vous aviez à faire sur les investissements de la Chine en Afrique. Mais aujourd'hui, il y a même les usines qui avaient été installées en Chine sont encore délocalisées ailleurs dans des pays où c'est encore moins cher. Et aujourd'hui, hein, c'est l'Afrique, par exemple l'Éthiopie, qui va connaître ces investissements-là. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce graphique-là, il ne signifie absolument pas que le centre de gravité de l'économie mondiale a basculé vers les pays en développement ou les pays émergents. Hein. Il y a toujours une persistance de très fortes inégalités dans la production et dans la répartition des richesses. Toujours les pays du Nord qui sont les plus riches. Alors je reviens au cours. Donc, ce que je vous ai dit, donc polarisation, on regarde la croissance, tout ça, je vais le laisser, hein, ça vous permet de retrouver les commentaires que je viens de faire sur les cartes. Alors, le PIB donc mondial a doublé depuis 25 ans. Cette croissance est accompagnée, ça c'est la partie court, hein, là où ça commence avec le petit astérix.
Cette croissance est accompagnée d'un rééquilibrage au niveau mondial. Les pays en développement ou du Sud ont en effet vu leur part dans le PIB mondial progresser de 36 à 54%, alors que celle des pays développés ou dits des Nord recule. Ce sont principalement donc les pays émergents. On parle parfois de BRICS. Alors le problème avec le terme de BRICS, c'est qu'il y a la Russie qui est dedans. C'est toujours embêtant parce que la Russie n'est pas un pays émergent à proprement parler. C'est un ancien pays communiste qui est à l'origine de ce rattrapage. Ils ont réalisé plus de la moitié de la croissance économique mondiale. Deux facteurs. D'abord, ils ont développé des capacités productives nouvelles. Ils ont créé des emplois industriels quand l'Europe, quand les pays industriels, eux, développés, les perdaient. Et puis, ils ont profité pour ceux qui exportent des matières premières et des denrées agricoles. Du Brésil, par exemple. Mais ce rééquilibrage ne doit pas occulter la persistance de très fortes inégalités dans la production et la répartition de richesses. Donc le G20, vous vous rappelez, c'est le groupement des pays les plus industrialisés au monde, plus l'Union européenne. C'est-à-dire, en gros, on prend les pays développés et les pays émergents. Donc le G20, c'est quand même 90% du PIB mondial et 85% du commerce mondial. Vraiment, il y a une concentration très forte des richesses au niveau de ces pays. Et les Nord polarisent 78% de la richesse financière et immobilière mondiale. Alors, donc là je parle des Nord, c'est plus restreint que le G20. Et alors ce qu'on peut noter comme chiffre que vous pouvez retenir, c'est un des chiffres les plus emblématiques, c'est qu'en fait 1% de la population mondiale dispose de 46% de la richesse mondiale et que 8% dispose de 86%. Vous pouvez retenir un des deux chiffres, d'accord? Ou bien le 1, 46%, ou bien le 8, 86%. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 73% de la population mondiale qui doit se contenter de seulement 2,4% des richesses. Donc effectivement, quand on est face à ces chiffres, on se rend compte de la très très grande inégalité de la répartition à l'échelle mondiale, même si le monde s'est fortement enrichi durant ces dernières années.